J'avais très envie de montrer un film, parce que j'ai envie de les montrer tous, de John Cassavetes. On parlera un petit peu après de qui est Cassavetes et de pourquoi ces films ont une telle importance pour les cinéphiles, importance aussi pour les comédiens. Et pour présenter ce film, j'ai pensé naturellement à la personne que je connais qui parle le mieux des films de Cassavetes, parce qu'elle est comédienne, et ô combien, c'est une comédienne parmi nos tout meilleurs que nous avons ici en France, une comédienne au cinéma, Claude Chabrol, Claude Sautet, Patrice Chéreau, Régis Vernier, James Ivory, Louis Malle, etc. 4 Césars. Et puis une comédienne de théâtre, une véritable comédienne de théâtre, Patrice Chéreau, Luc Bondy, Jean-Pierre Vincent, Antoine Vitesse, etc. Et à la Comédie Française, où elle officie depuis quelques années, beaucoup de spectacles marquants qui parfois convoquent le cinéma. Je pense à Fanny et Alexandre d'après Bergman, je pense à Angels in America qui avait été un film aussi auparavant, etc. Et puis bien sûr, et je pense que certains d'entre vous, je crois, l'ont vu, ce spectacle récent, d'abord créé en 2008 aux Amandiers, et puis repris à plusieurs reprises depuis, La douleur de Marguerite Duras, mis en scène par Patrice Chéreau et Thierry Tienyan. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir la personne auquel j'ai demandé, qui a très gentiment accepté de venir présenter Love Streams avec moi. Je vous demande d'accueillir mademoiselle Dominique Blanc. Dominique. Prenez déjà une photo. Eh oui. Écoutez, je suis tellement heureuse d'être là. Le cinéma de Cassavetes, pour moi, est un immense cinéma. Et Guéna Rolans est une des comédiennes que j'admire le plus. Si ce n'est la comédienne que j'admire le plus, j'aurais adoré l'avoir jouée au théâtre, parce que je pense que c'était une grande actrice de théâtre. Et, enfin, c'est toujours d'ailleurs, elle est en vie, hein, et une grande actrice de cinéma. Love Streams, c'est un film que j'ai vu il y a tellement longtemps que j'ai tout oublié. Et je suis tellement heureuse de le découvrir avec vous à nouveau, parce que je connais la distribution, mais j'ai tout oublié du reste. Donc voilà, ça va être formidable de pouvoir en parler après, et de parler de ces deux talents exceptionnels, Cassavetes et Guéna Rolans, qui avaient tout d'un coup la possibilité de faire une immense carrière à Hollywood, et qui ont décidé de faire différemment, et qui ont décidé de faire du grand art, de mon point de vue. Alors à tout à l'heure. Donc c'est Love Streams, le film est sorti en France sous un titre qui est Torrent d'amour, donc je vous souhaite une soirée torrentielle, et on se retrouve avec Dominique pour discuter avec elle du film. Bonne projection. Je me mets là. Allez. Peut-être qu'on reparlera du dernier geste de Cassavetes dans ce film, ce dernier geste avec le chapeau que l'on vient de voir. Je pense qu'on en reparlera. Oui. Oui, tu peux en parler maintenant. Ça marche? Oui, ça marche. Oui? Ah. Ce serait une longue histoire, mais j'ai plutôt envie de commencer d'abord pour vous inviter à réagir sur le film, à nous poser des questions, à réagir, à parler du film. Je me rendrai vers vous quand vous m'aurez fait signe pour vous porter le micro, parce que dans cette grande et belle salle, il vaut mieux avoir un micro pour que tout le monde vous entende. Donc n'hésitez pas à me faire signe, je viendrai le plus vite possible pour vous apporter le micro. Ça, c'est la première chose. Mais d'abord, Dominique, je voulais te demander comment c'était pour toi, parce que tu nous disais tout à l'heure que ce J'avais tout oublié. Et je comprends maintenant pourquoi j'avais tout oublié. En fait, je trouve que c'est un film complètement bouleversant, d'une extrême tristesse. Et
peut pas imaginer que c'est la dernière fois qu'on les voit, mais c'est quand même un peu aussi la dernière fois qu'on les voit ensemble de cette façon-là. Et c'est un film qui m'a rendu très très triste. C'est la raison pour laquelle je crois que je l'ai effacé de ma mémoire. Et j'avais oublié par contre à quel point il était drôle. Et il y a vraiment des choses qui sont au-delà de la fantaisie, qui sont tellement burlesques. L'histoire des animaux et puis la façon dont Gena Rowlands aborde une fois de plus des personnages qui sont toujours borderline quand même. Oui. Et puis je trouve qu'elle est un clown extraordinaire, quoi, en plus d'être une grande actrice. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle nous bouleverse, en même temps, elle nous fait rire. C'est la raison... Enfin, c'est ça l'immense talent, je trouve. Voilà, quant à Cassavetes, il est magnifique. Ils sont tous les deux fracassés de solitude. Et je trouve que c'est un film extrêmement beau. Je suis vraiment heureuse de l'avoir revu. Ça m'intéresse beaucoup de t'interroger sur Gena Rowlands, parce que je sais que c'est une comédienne qui te touche particulièrement, et peut-être, je ne sais pas à quel moment de ta vie tu as commencé à la découvrir au cinéma, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'importe dans ton travail. Oui. Et quand je vois ce film ce soir, et bien sûr, Gena Rowlands, c'est une actrice quelque part mythique du cinéma moderne. Tout à fait. Et aussi, John Cassavetes, Gena Rowlands, c'est un couple mythique du cinéma. Il y a une chose que je trouve particulière à Gena Rowlands, et je le retrouve dans ce film, c'est que autant pour beaucoup de comédiennes, on sait d'où elles viennent, la tradition qu'elles représentent, les comédiennes avant elles qui les ont inspirées. On peut le penser pour la plupart des comédiennes et des comédiens. Mais quand on voit, il me semble, Gena Rowlands, on a l'impression qu'elle invente tout. Oui. Elle invente tout, et puis on a l'impression surtout qu'elle invente en permanence, et qu'elle se renouvelle en permanence d'un film à un autre. La première fois que je l'ai vue et que j'ai été vraiment saisie, c'était dans Une femme sous influence, que vous avez dû voir certainement et que vous connaissez. Je n'imaginais pas qu'on puisse incarner la folie entre guillemets, la folie intérieure, la folie, toutes les folies, de cette façon-là. Et c'est un film que j'ai aimé revoir beaucoup et que je regarde à nouveau en DVD chez moi, parce que je trouve que sa fantaisie, en même temps sa force d'invention, en même temps aussi sa solitude, sont exceptionnelles. Le film qui m'a aussi le plus bouleversée, parce que je trouve que c'est le plus beau film qui soit sur l'œuvre d'une comédienne, c'est le film Opening Night, que vous connaissez aussi évidemment. Le fait que ces gens-là viennent du théâtre et qui jouent au cinéma, qu'ils aient eu la possibilité l'un comme l'autre et séparément de faire une grande carrière à Hollywood parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils étaient doués, etc., et qu'ils aient renoncé à cela pour faire ce cinéma-là, dont tu dis que c'est Cassavetes qui est à la naissance du cinéma américain indépendant, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je trouve ça considérable. Je sais que c'est un cinéma qui a inspiré énormément de cinéastes, que ce soit Sanchez comme beaucoup d'autres, tu dois le savoir encore mieux que moi certainement. Mais pour Gena Rowlands, je suis persuadée qu'une multitude de jeunes comédiennes ont été inspirées par la puissance de son jeu, que ce soit au théâtre comme au cinéma, en plus de son extrême beauté cinématographique réelle. Elle étonne, elle surprend, on ne s'attend jamais à ce qui va se passer, tout est surprenant. Cassavetes disait d'elle et des comédiens qu'il aimait que c'était des bons comédiens parce qu'ils n'avaient pas peur d'être nuls, qu'ils n'avaient pas peur de rater. Oui, ça c'est une bonne définition. Oui. Et tu disais effectivement que, par exemple, dans Une femme sous influence, mais aussi dans ce film-là, cette question d'interpréter la folie, et pourtant qui n'est pas une interprétation clinique du tout. Non. Parce que quelque part, ce qui intéresse Cassavetes, c'est le borderline. C'est pas du tout le cas clinique, c'est pas du tout
la folie elle-même. Et c'est cet entre-deux, cette possibilité en même temps qui est parfois très raisonnable, en fait, et parfois, effectivement, qui sort des gonds. Et c'est ça qu'elle arrive à jouer d'une façon mais étonnante, Oui. d'incarner ce non-choix, cette possibilité de ne pas être complètement folle et de ne pas être complètement normale. En fait, elle est borderline, c'est être à la lisière. Et c'est là où c'est très très fort. C'est-à-dire qu'on pense par moment qu'elle va y basculer. Et puis non, elle fait une chose qui est tellement drôle, qui est tellement burlesque qu'on l'oublie immédiatement. Et en même temps, on sent bien qu'elle vient d'ailleurs quelque part. Elle vient d'ailleurs. Alors, j'ai vu, c'est une chose qui m'a aussi beaucoup... je pense que vous avez dû remarquer aussi, au générique, il y a beaucoup de gens de la famille, de leur famille. Ah oui. Voilà. Et ces gens, finalement, ils travaillaient, enfin tu dois le savoir mieux que moi, mais on a le sentiment que dans cette maison où il se passait tant de tournages, ils travaillaient comme dans un laboratoire, en fait. La maison que l'on voit dans le film n'est pas un décor, c'est la maison de Gina Rollins et de John Cassavetes. Et c'est la maison qu'on voit dans tout leur film, Oui. je ne me trompe pas. Et sur les tableaux, les photos, etc., c'est leurs enfants, c'est leur histoire, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le réel et le fictif qui est très très fort et qui est, à mon avis, très visionnaire par rapport à tout ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si on est dans la vérité ou si on est dans la vérité du film, en fait. Et ça, c'est très troublant et c'est très fort. Je repensais, je crois que tu évoquais tout à l'heure cette scène extraordinaire où elle amène des animaux oui. dans le film. Oui. Ça n'était pas du tout dans le scénario. En fait, en partie pour financer le film, juste avant le tournage, Cassavetes, en tant que comédien, joue dans un film de Paul Mazursky qui s'appelle La Tempête, et c'est là où il a eu une idée. C'est censé être une adaptation de Shakespeare, La Tempête de Shakespeare. Cassavetes se dit qu'il ne trouve pas du tout Shakespeare, etc. Et donc, voilà, il fait ça un peu plutôt comme un boulot. Mais il a des idées, et notamment en préparant ce film, cette idée d'arrivée des animaux. Et il dit à Gina Rollins, mais qu'est-ce que tu penses de ça dans la nouvelle version de scénario? Elle amène une flopée d'animaux. Il y a d'abord le chien qui est un animal particulier, bien sûr, mais aussi tous les autres, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais elle est folle, elle est dingue, c'est complètement barjot. C'est presque quelque chose qu'elle fait. On pourrait penser méchamment contre lui, parce que c'est vraiment une sorte de chose vraiment très intrusive. Mais en même temps, elle a raison. Oui. Elle lui donne quelque chose. Et là, il dit, bon ben alors on le fait. Oui. Parce que ça n'était pas dans le scénario principal. Pas prévu. Ouais. Et dans d'autres versions. Mais toute la genèse et comment ce sujet est arrivé au cinéma est toute une histoire qui, je pense, mérite d'être racontée. Surtout, faites-nous signe pour vous, si jamais vous voulez poser une question ou vous manifester. Ce qui me semble intéressant, parce que j'aime beaucoup ce film, je l'ai vu dès sa sortie et à beaucoup de reprises depuis, mais de découvrir comment tout ça s'est fabriqué est assez étonnant. En fait, le film date de 84, au début des années 80, Cassavetes retourne au théâtre parce qu'il n'arrive plus à produire des films. Il n'en a plus les moyens. Et il décide au début des années 80 de faire un projet assez dingue, de dépenser $200,000 qu'il a, comme d'habitude, il casse sa tirelire, de monter 3 pièces de théâtre dans un tout petit théâtre de Los Angeles qui fait 60 places. Il loue la salle et il dit au propriétaire, je vous loue pour peu d'argent, mais on va faire des travaux, on va rajouter un hall, on va faire des coulisses, etc. Il y a 3 pièces qu'il va monter, du coup, qui vont être jouées en une semaine, 3 pièces qui vont être assez longues, une pièce qu'il a écrite lui-même et 2 pièces de Ted Allan. Ted Allan, c'est quelqu'un qui est l'auteur en fait du film, quoique bon, on va en discuter, mais Ted Allan, c'est quelqu'un qui est très proche de Cassavetes, la même génération. Ils se sont rencontrés dans les années 60 à Londres quand Cassavetes faisait beaucoup de théâtre. Ted Allan est un auteur dramatique canadien et ils ont ensemble un grand point commun et quelque chose qui les sépare énormément. Un grand point commun, c'est de s'attacher dans leur travail aux difficultés des relations humaines, dans toutes les possibilités que ça a. Et parfois, même dans tout ce que ça a de plus râpeux, de plus compliqué, de plus difficile. La chose qui les sépare, c'est que
Cassavetes a une enfance très heureuse. Son père est quelqu'un qui l'a en fait beaucoup encouragé. Certaines phrases que lui disait son père sont d'ailleurs dans le dialogue du film. Et il a perdu son père peu de temps avant le tournage. Et c'est quelque chose qui est assez décisif. Ted Allan, lui, est quelqu'un qui a eu une enfance extrêmement difficile, et même, on va dire, violente. Et c'est assez intéressant, quand on vient de voir ce film, de voir que la pièce qui a inspiré ce film, pour être ensuite beaucoup retravaillée, écrite par Ted Allan, est très autobiographique. Et Ted Allan a une enfance donc très compliquée, avait une sœur qui était déficiente mentale, et il a aussi raconté qu'il avait eu avec elle une relation incestueuse. C'est quelque chose de très compliqué et que dans la première version, la pièce raconte assez frontalement. La sœur est vraiment folle et vraiment sort d'une institution. Elle arrive au début de la pièce pour sortir. Elle sort d'une institution dans laquelle le frère l'a obligée d'être enfermée. Donc il y a eu cette obligation de la part du frère d'être enfermée. Et elle est vraiment complètement folle. Et il est quelqu'un d'assez falot, d'assez froid, d'assez compliqué. Quand Cassavetes décide de mettre en scène cette pièce, qu'il aime, je pense, vraiment beaucoup, il change beaucoup de choses. Il enlève beaucoup d'éléments extrêmement descriptifs sur la situation et il confie le rôle à un comédien qui est extrêmement inventif, extrêmement drôle aussi. Ce comédien, c'est Jon Voight. Et Jon Voight, il est blond. Et donc, le fait qu'il soit le frère de Gena Rowlands, créant le rôle sur scène, physiquement, il y a une proximité énorme. Et Voight emmène le rôle de Robert vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus drôle, beaucoup plus insouciant, parfois cruel aussi. Et donc cette pièce, on ne peut pas dire qu'elle a eu du succès, parce qu'il y a 3 représentations, que des producteurs de New York veulent demander à Cassavetes de la monter à New York, et puis ils refusent, soit parce qu'ils proposent trop d'argent, ou soit pas assez. Il y a plusieurs versions là-dessus, mais en tout cas, voilà, après 3 représentations, cette pièce n'existe plus. Au début des années 80, il n'arrive donc pas à monter des films, et là arrivent 2 personnes venues de nulle part, qui sont Golan et Globus. Menahem Golan et Yoram Globus, 2 producteurs de cinéma israéliens qui ont fait fortune en Israël en filmant des séries B de dernière zone et qui viennent de racheter un petit studio américain de série B, que dis-je, série Z, qui s'appelle la Canon. Et avec la Canon, ils produisent des films d'action, peu pourraves, des films avec des stars comme Dolph Lundgren ou Jean-Claude Van Damme, enfin ce genre de choses-là. Mais ils sont extrêmement méprisés par le système et ils sont quand même cinéphiles, surtout Golan qui est réalisateur. Et Golan va faire toute une politique pour engager et produire de grands cinéastes du monde. Et ils vont, par exemple, produire un film de Jean-Luc Godard, King Lear. Le contrat est signé sur une nappe en papier au Festival de Cannes. Et ils vont voir d'autres gens, ils vont voir Robert Altman qui tourne peu à l'époque, enfin, ils vont vraiment voir des gens très, très forts, très, très pointus, pour leur donner carte blanche pour produire des films. Et ils vont trouver Cassavetes. Cassavetes qui vraiment est un peu désabusé à l'époque et qui n'a plus envie de dire au producteur « j'ai une idée géniale et vous allez faire beaucoup d'argent avec ». Et Golan et Globus lui disent ben voilà, vous avez un projet, qu'est-ce que vous voulez faire? On vous donne l'argent. Et là, à ce moment-là, ce qu'il a en tête, c'est l'adaptation au cinéma de cette pièce Love Streams, Torrent d'amour. Alors, il ne les baratine pas tellement, il ne leur dit pas vous allez faire des 100 et des 1000, mais ils y croient, ils produisent le film. Et d'ailleurs, Cassavetes, qui est comme un fin négociateur, parce qu'il sait ce que c'est que de produire avec peu d'argent, il a aussi travaillé avec des studios. Et donc, il obtient $2 millions, 13 semaines de tournage et un temps de montage illimité. $2 millions, ça peut paraître très peu, mais c'est énorme, en fait. C'est énorme parce que c'est le double du budget habituel de ces films. Et puis, il sait qu'avec $2 millions, il va pouvoir payer tout le monde, et il va pouvoir tourner chez lui, dans sa maison, et tourner dans le sens chronologique. Tout le film est tourné en sens chronologique. Ah, génial.
Et même quand on est dans la maison, il tourne chez lui, donc c'est une économie certainement, mais même quand il faut aller, quand il y a une scène qui se passe ailleurs, ils s'interrompent, ils vont tourner ailleurs et ils reviennent dans la maison. Tout n'est pas tourné selon les décors. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc le film se fait comme ça. Il y a 2 nouvelles qui vont énormément changer le projet. La première, elle est datée, c'est 15 jours avant le tournage. Jon Voight refuse sort du film, il ne veut plus jouer le rôle. Et Cassavetes se dit, ben, finalement, la seule personne qui peut le faire, c'est moi. Mais c'est une énorme redéfinition des choses. 15 jours avant le tournage, ce n'est pas Cassavetes qui jouait le rôle, c'était Jon Voight. Et il est en face, opposite, comme on dit en anglais, sa propre femme, dont il doit être le frère. Et c'est Gena Rowlands qui va lui apprendre à ne pas être son mari à l'écran, mais son frère. Et c'est une toute autre chose. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de scènes où elle lui dit non, tu ne veux pas dire ça. Non, il faut que tu l'engueules au téléphone parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il faut que tu me défendes, tu es mon frère. Tu n'es pas mon amant et tu ne te mets pas de côté. Non, tu dois apprendre à être mon frère. Il y a aussi beaucoup de choses dans le film qui sont des évocations familiales. Il y a beaucoup de rôles dans le film qui sont... Par exemple, quand Gena Rowlands est dans cette scène avec son psychanalyste, elle est en face de son propre frère. C'est son frère qui joue le rôle de psychanalyste. D'accord. Une scène où finalement, Cassavetes lui dit, ben, tu sais, le texte, c'est pas très important. Ce qui va être important dans cette scène, c'est comment tu joues. C'est comment tu le joues. Et c'est cette scène où elle dit à son psychanalyste, mais l'amour, ce sont des torrents d'amour. Et ces torrents d'amour, ils ne s'arrêtent pas. Le psychanalyste, donc son frère, lui dit, ah, oui, mais non, ça s'arrête. Non, ça ne s'arrête jamais. Et par exemple, un autre exemple, dès le début du film, elle est avec son mari, et son mari est joué par Seymour Cassel. Et Seymour Cassel, c'est son mari dans Minnie et Moscovitz, un autre film, un film précédent. Et c'est la continuité finalement de ce couple, finalement, qui là arrive à divorcer une fois qu'ils ont eu un enfant. Donc il y a toute une sorte de paternité, de familiarité dans tout le film. Donc je disais qu'il y avait, je suis un peu long, mais vous m'interromprez. Oui, il y a comme une espèce de fratrie gigantesque, en fait. De fratrie gigantesque et un peu partout dans le film. Et la deuxième chose, la deuxième nouvelle, la première nouvelle, effectivement, qui est un grand changement à 15 jours du tournage, c'est le changement de l'acteur principal. Et il y a une autre nouvelle qui arrive et qu'on ne sait pas exactement quand il l'apprend, mais c'est avant le tournage, en tout cas il a dit que c'était avant le tournage, c'est que Cassavetes va voir son médecin et son médecin lui dit « Vous avez 6 mois à vivre ». Cassavetes avait commencé au moment de la pièce, surtout, à boire beaucoup. Et son médecin lui dit « Oh non, John, je suis désolé, pas vous. Mais voilà, cirrhose du foie. » Et donc, il entame le tournage en pensant que peut-être il ne pourra pas le finir, il ne pourra pas aller au bout du film. Et il décide à ce moment-là, c'est ce qu'il dit, de faire un film tendre. Et de finir ce film, c'est une décision qui n'arrive pas au début, avec ce geste à la fin, avec le chapeau, qui est une sorte d'adieu, d'au revoir, sachant que Cassavetes disait toujours, moi, mon idéal du tournage d'un film, c'est de tourner 10 semaines, avec les comédiens, avec le scénario, etc. On tourne 10 semaines, et on jette tout. Et puis là, on recommence tout. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait, dans le sens où, à mesure qu'il avance, et il tourne donc chronologiquement dans l'avancée des relations avec les gens, dans toute l'expérience de la pièce aussi, de la pièce réécrite et refaite, la fin saute, la fin change. Ça devait finir par une scène de fête où le frère et la sœur se réconcilient et où il fait une demande en mariage à Suzanne. Et bien sûr, tout ça, poubelle, enfin, même pas tourné, etc. Et donc, il invente la fin du film à mesure surtout de ce qu'il a. Mais effectivement, c'est une fabrication familiale, mais aussi à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une justesse ou de quelque chose qui en fait n'a pas de prix au cinéma parce que ça n'existe pas beaucoup ailleurs, il me semble. Oui. Ici, malheureusement, il y a besoin du fond, mais j'ai trouvé, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vous remercie de toutes ces explications et de votre présence. C'était très intéressant. Mais j'ai trouvé que c'était très cynique, en fait. Il y avait une vision quand même de la société américaine derrière qui est importante. Si on trouve des symboles du sexe et de l'argent dans une société qui est quand même très hypocrite vis-à-vis de ces sujets,
trouvé qu'il y avait un détachement par rapport à la vie, à ce qu'il vivait et à ce personnage, malgré que ce soit sur le thème de la relation, il y avait un détachement, une vision très extérieure de la folie humaine. Qu'est-ce que tu penses, Dominique, de cette idée de cynisme, d'un portrait de la société qui serait cynique? Qu'est-ce que ça te dit? Alors moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est normal qu'on ait tous des impressions différentes. Par contre, ce que j'ai ressenti vraiment, c'est la folie des êtres et de tous les êtres. Et en fait, ça m'a évoqué pendant la projection ce soir un auteur qui a strictement rien à voir avec Cassavetes, mais dont les personnages peuvent flirter avec les personnages créés par Gaynor Rollins. C'est Tennessee Williams, tu vois. Et je me disais qu'il y a des figures comme ça dans son théâtre qui ont été reprises au cinéma d'ailleurs, où on voit ces personnages qui sont... Enfin, il y a une folie terrible, gigantesque. J'ai pas ressenti le cynisme, mais je comprends qu'on puisse le ressentir, oui. N'est-ce pas l'histoire est pas grande? Oui, oui, bien sûr, Il y a, bien sûr. il y a un portrait, c'est vrai, quand même de l'époque, parce que tout ça se passe entre peu de personnages et dans un petit cercle quelque part, et c'est vrai qu'en écho, il y a un portrait du monde extérieur. C'est quand même, je dirais... c'est pas flatteur. Et oui. Ça, c'est sûr. Et puis c'est quelque part un film de famille où quelque part tout le monde est mort. Enfin, il n'y a plus personne. Et ce sont les deux survivants. Ils sont les deux seuls à rester. Il y a une chose sur laquelle Cassavetes avait beaucoup insisté, alors qu'on lui, autour de lui, surtout au montage, on lui pressait d'être plus explicatif, parce que c'était clair dans la pièce, par exemple, dès le départ, c'est que ces deux personnages sont frères et sœurs. Et en fait, il ne fait que retarder le moment où nous l'apprenons. Et ça me semble être génial. Ça me semble être extraordinaire parce que nous ne pouvons que nous poser la question, qui sont-ils l'un par rapport à l'autre? Et nous ne pouvons aussi que savoir que l'un et l'autre sont à la ville mari et femme, et en plus un couple mythique du cinéma. Et la solution, quelque part, au bout d'un moment, ce que le film tout d'un coup commence à proposer, c'est que ces torrents d'amour, finalement, ne peuvent plus exister que entre un frère et une sœur. Oui. Peut-être. Oui, oui. Et puis, une chose aussi qui m'a paru très, très originale par rapport aux films, tous les films précédents, c'est ses rêves. Oui. Ça, ça n'existe pas du tout dans tous ces autres films. Il disait avoir voulu faire un film onirique. Et pourtant, je trouve que ça n'est pas vraiment un film qu'on pourrait dire onirique, mais effectivement, le rêve est complètement énorme dans le film. Énorme et tout à fait inattendu, et arrive comme ça à plusieurs moments. C'est très étonnant. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment... je ne m'en rappelais pas. Je pense qu'elle prend sa décision de rêve, tout temps plus important qu'à l'issue du rêve, elle prend cette décision de retourner dans Bien sûr. Mais oui, ce qui est fou. Je me demande d'ailleurs, est-ce que c'est ton rêve ou est-ce que tu as vraiment Oui. parlé au téléphone? Oui, oui. Ou est-le réel, en fait? C'est là où on perd pied. Oui, bien sûr. Elle est plus technique, elle est sur les prises de vue, les gros plans, énormément. Et puis sur le montage aussi, qui est extraordinaire, qui est non linéaire. Par rapport à ce que vous dites, ça peut être une performance technique, puisqu'ils ont monté quelque chose de non linéaire sur, par contre, un tournage qui s'est fait dans le temps. Mais dis-moi, il a eu le temps de faire tout le montage ou il est... Cassavetes disait très souvent que sa grande tristesse dans la vie, c'est qu'il n'avait pas assez sa vie dans les salles de montage, parce qu'il ne tournait des films qu'il montait lui-même et qu'il mettait des mois et des mois à monter. Surtout à cause du fait qu'il tournait énormément, qu'il tournait beaucoup, et qu'il y avait une écriture de film qui se passait qu'au montage et qui était très évolutive et qui changeait, etc. Et donc, quelque part, la finalité du film était difficile à obtenir, et donc le montage, etc.
En travaillant pour la Columbia à la fin des années 70 sur le film Gloria, dans lequel d'ailleurs joue dans le rôle principal Gena Rowlands, et qui est un de ses plus beaux rôles, mais c'est un film de studio, et là il est obligé de travailler avec un monteur. Et pour ce film-là qui arrive après, c'est la première fois où, pour un film très personnel, en tout cas dont il maîtrise la production, il travaille avec le même monteur. C'est le même monteur qui l'engage. Et ils ont des conversations dont on a des bribes, etc., qui sont assez intéressantes, parce que Cassavetes, le monteur dit, voilà, il sort de la voiture, ben, il met le pied dehors, on coupe. Et Cassavetes lui dit, non, on garde encore, parce que regarde, il sort les deux pieds, il sort de la voiture, et regarde la démarche qu'il a. Cette démarche, il n'est pas sûr, il n'a pas encore complètement l'équilibre en sortant de la bagnole, mais ça c'est beau, là il se passe un truc, etc. Et donc, il est très présent bien sûr au montage, et quelque part il change beaucoup la façon classique de monter les films. Et c'est vrai que le film il est monté d'une façon complètement, même un peu brutale, on va dire des fois. Et de la même façon que Cassavetes disait à ses comédiens, non, là, dans cette prise-là, vous êtes trop au point, c'est trop calé, ça roule, etc. Non, on arrête tout, on casse tout. Et de la même façon, au montage, il cherche à surprendre le spectateur. C'est vraiment un travail de surprise pour le spectateur. On ne sait jamais quand même, dans ce film, on ne sait jamais ce qui va arriver après. Oui. C'est juste un truc de... On est, alors, soit on apprécie, soit on n'apprécie pas, et ok. Mais on est quand même pris dans qu'est-ce qui va se passer après, et comment l'histoire va avancer, et aussi comment elle va être racontée, comment elle va être filmée. Très Le étonnant. rythme du montage, c'est 14 secondes, je comptais à peu près par le rythme des scènes. J'ai compté dans ma tête, c'était à peu près 14 secondes par scène. Et à chaque fois, il y avait une surprise, effectivement, comme vous l'avez évoqué, qui nous gardait dans un rythme très haletant, des surprises et des scènes qui arrivaient. C'est ça, très fort au niveau du montage. Il y a une question là-haut, Harold. Là-haut, oui. Bonsoir, je voudrais que vous reveniez sur le jeu de Gena Rowlands. Qu'est-ce qui est difficile à faire dans ce film? Comment vous, en tant qu'actrice, vous l'avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce qu'on a l'impression que c'est très naturel tout ça, mais alors la question peut-être c'est est-ce qu'il y a d'improvisation ou pas? C'est très écrit. Mais vous, là, en tant qu'actrice, qu'est-ce que vous avez vu ce soir? Ah bah, Ça paraît tout à fait remarquable. Oui, bah, remarquable, très certainement. J'ai eu l'impression que c'était comment dire, l'enfant d'une femme sous influence, vraiment en droite ligne. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau cette folie dont on parlait, qui est parfois extrêmement angoissante et parfois extrêmement burlesque. Et je ne sais pas la façon dont elle inventait ou dont elle invente maintenant. Et il y a un livre qui m'a plu énormément, qui est un livre que je recommande si on aime cette comédienne magnifique. C'est le livre de Muriel Joudet, qui s'intéresse à l'enfance, la vie et l'art de Gena Rowlands. C'est un livre que je vous recommande parce qu'on apprend énormément de choses sur sa façon de travailler, sur sa façon de vivre, sa façon de jouer. Ce qui est certain et que moi je trouve admirable, c'est la façon dont elle s'engage toujours entièrement dans le jeu. Elle s'engage de tout son être et tout son corps est filmé, c'est pas uniquement des gros plans sur son visage magnifique. Et c'est... regardez la première fois qu'on la voit, quand elle est en pyjama à l'intérieur de la maison, elle est pieds nus sur la moquette et sa silhouette vacille déjà. C'est très léger en fait, c'est pas grand chose, mais elle est déjà plus tellement avec nous. Et c'est des choses toutes petites comme ça, très, très sensibles, mais que je trouve extrêmement belles parce que ça n'est pas racoleur, ça n'est pas complaisant, c'est entier, c'est dérangeant, ça peut faire rire et ça peut aussi faire beaucoup pleurer.
Ce que raconte Muriel Joudet dans ce livre qui est assez épatant, c'est que Gina Roland, en tant que comédienne, était quelque part heureuse de sa carrière et avait une carrière. Elle avait une carrière à la télévision, elle avait une carrière au théâtre, et contrairement à son mari, contrairement à Cassavetes, elle était vraiment contente de ce qu'elle y faisait. Maintenant, elle trouve dans les œuvres de son mari, dans ce que lui propose John Cassavetes, quelque chose d'énorme, quelque chose de hors du commun, dans la confiance qu'il lui donne, mais aussi parce qu'il est assez fasciné par la femme, et quelque part, elle va devenir une sorte d'idéal féminin. Il a un côté un peu Don Juan, un peu séducteur, mais pas dans le sens quelqu'un qui veut séduire toutes les femmes qui passent. Il y a chez Cassavetes une envie de se mettre à la place de la femme, à la place de... Et chaque fois qu'il y a un plan avec Gina Roland, on a l'impression que c'est elle l'auteur de ce plan. Il s'efface très fort. C'est pas tellement qu'il la regarde, il ne la regarde pas en tant que spectateur, il lui donne les clés. Et il lui donne les clés de son corps et de son mouvement, et surtout, il la filme dans la longueur, il ne coupe pas les choses, il montre tout. Non, il y a beaucoup de plans séquences, et ça, enfin, à pratiquer, les plans séquences, c'est délicieux, moi j'adore ça. C'est très très agréable, parce que l'action n'est pas interrompue. Le plan où elle arrive avec les animaux, on a l'impression que ça pourrait durer un quart d'heure, ça n'est pas coupé. C'est pas coupé, et aussi, dans ce moment-là qui arrive plutôt vers la fin du film, m'intéresse beaucoup parce que ça n'était pas au début, et quelque part, c'est le moment où on pourrait se dire, elle est complètement folle, et non, elle n'est jamais complètement folle. Et d'ailleurs, Gina Roland et John Cassavetes ne veulent pas en faire un cas psychiatrique. Ils veulent montrer le borderline, ils veulent montrer que quelque part, elle ne va jamais dire, c'est jamais un personnage qui va dire « Oh là là, je m'excuse, oh là là, je suis paumé, oh là là, pardon, pauvre de moi ». Non, non, elle dit toujours « On va y arriver, on va trouver une solution. Je vais te trouver une solution. Tu vas mal, je vais y arriver ». Et ça, c'est un truc, une pulsion qui est assez originale et assez forte, et qui n'est pas du tout dans la condamnation et c'est ce que disait toujours Cassavetes, il ne veut pas faire rentrer les personnages dans une case. Ce sont des êtres humains, ils se battent avec leurs affaires, avec leurs choses, etc. Et dans le film, il y a une chose qui n'arrive jamais, c'est la question de l'argent. On ne sait pas s'ils sont à l'aise ou pas, pas du tout. Mais Cassavetes répond très clairement là-dessus. Il dit, mais les gens qui ont de l'argent ont un problème, c'est qu'ils en ont trop et quelque part ils envient la vie des gens qui n'en ont pas, et puis vice-versa. Et il veut se débarrasser complètement de cette problématique-là et de mettre les personnages face à leur néant ou en même temps à leur beauté, si tu veux. Mais jamais ils sont confrontés à une impossibilité matérielle. Oui. Non, je trouvais que les personnages. Pardon, excuse-moi. D'abord, merci pour le film. Non, je trouve que les personnages sont très, très seuls. Je trouve il y a une grande solitude. Il y a. C'est sûr. Gina Roland, bon, elle a une fille qui veut plus la voir, lui, il a un fils qui veut plus le voir. Et je repense à cette scène de Cassavetes avec son fils. Et derrière, je revois ce tableau de joueur d'échecs. Il pensait à un auteur, et moi je pensais à Stefan Zweig. Ah oui, joueur d'échecs. bien sûr. Zweig a écrit cette nouvelle dans une grande solitude, où il est aussi beaucoup question de schizophrénie dans le livre. Oui. Et je voulais savoir, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui mettent des repères parfois dans les films, un tableau, un livre. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus ou pas? Je m'emballe un peu trop. Je vais trop loin. Vous voulez dire qu'il est comme... Oui, à un moment donné, il y a ce tableau qui est très présent, de ce tableau de joueur d'échecs. D'ailleurs, c'est une femme blonde et curieusement, il ressemble étrangement à Gina. Ah, vous avez vu une femme blonde près de l'échiquier? Derrière, de dos, exactement. Ah oui. De dos. Alors moi j'ai vu un homme alors. Ah, il y a un homme et une femme. Oh, on va s'allonger. Non, mais il y a deux, il y a un homme et une femme sur ce tableau.
Ça t'a pas frappé, toi, Harold? Non. Mais après, sur cette solitude, enfin, les deux personnages. Bah, effectivement, j'ai l'impression que c'est le sujet du film, effectivement, que c'est leur solitude et leur incapacité, ou en tout cas leur tentative de continuer à trouver l'amour, alors qu'ils sont en fait en fin de course. Ils sont en fait au bout du rouleau. Et qu'ils ont chacun des enfants, et que c'est pas quelque chose qui, quelque part, donne une solution à leur vie, ni à l'une, ni à l'autre. Je ne sais pas si, le sujet vraiment pour Cassavetes du film, c'est la solitude. J'ai l'impression qu'il a besoin de passer par la solitude pour parler profondément des personnages qu'il met en scène. Pour lui, il s'entoure beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de femmes autour de lui. On sent, mais c'est pas l'histoire d'une soirée. Oui, Et puis finalement, il se retrouve seul. Mais ce n'est qu'une grande solitude encore. Oui, tout à fait. Non, mais voilà, c'est bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de solitude, Dominique? Parce que... Mais moi, ça m'a frappé aussi. J'ai le sentiment qu'ils sont... comment est-ce qu'on pourrait dire? Oui, c'est comme des êtres qui sont fracassés, en fait, et qui sont fracassés par cette solitude qu'ils ont l'un et l'autre. Mais il y a aussi la solitude du petit garçon, la solitude de cette adolescente. Mais c'est évidemment, c'est très très frappant. Pour être en écho avec ce que tu disais tout à l'heure, je crois que ce qui emballe par rapport à Gena Rowlands aussi, c'est que finalement, qu'ils improvisent ou qu'ils n'improvisent pas, elle devient autrice à sa façon. Et le plus frappant, enfin moi le plan, il y a beaucoup de plans qui m'ont énormément plu, mais un plan qui m'a frappé, c'est celui où elle est en robe noire, très belle comme ça. Elle dit qu'elle va faire du café, puis elle n'en aura plus envie. Et on ne voit pas Cassavetes, enfin, on voit juste une main. Ah. Voilà. Et elle est très bien éclairée, très bien, extrêmement belle. Et elle lui dit avec un sourire radieux qu'en fait, elle va lui acheter un petit bébé. Oui. Bon, mais c'est extraordinaire quand même. Enfin, moi, je me dis, mais qui l'a inventé ça? C'est elle ou c'est lui? C'est mon moment préféré pour moi du film, aussi parce qu'il est hors champ, et qu'il est très volontairement hors champ. Il est vraiment complètement borcal. Ah oui, il est tout pas à fait. là, et il n'apparaît presque pas, il lui tient la main, et à la fin, il lui fait un geste, à la fin. Il y a comme ça. Ouais. Mais tu évoques la question qu'on se demande tout le temps, souvent, avec les films de Cassavetes, si c'est improvisé ou c'est pas improvisé. Ah oui, on se le demande. Mais c'est quasiment jamais improvisé. C'est pas ce qu'on appelle vraiment de l'improvisation. Il y a une scène qui est véritablement improvisée dans le film. C'est la scène où il demande à Gena Rowlands de faire la comédie pour faire rire son mari et sa fille au bord de la piscine. D'accord. Ce qui est sans doute une scène rêvée. Mais en tout cas, voilà. Et c'est une scène avec laquelle Gena Rowlands était très mal à l'aise. Elle ne savait pas du tout comment le jouer. Et il ne lui dit rien sur comment il va s'y prendre. Elle arrive sur le plateau et elle découvre qu'elle a des accessoires, tous ces petits gadgets, etc. Et il lui dit, whatever the price, quoi qu'il en coûte, tu dois les faire rire. Il faut que tu les fasses rire, c'est finalement l'enjeu, c'est ça qu'il faut que tu les fasses rire. Mais ce qu'il dit à Seymour Cassel et à la jeune comédienne qui joue sa fille, c'est qu'il leur dit, à aucun prix, vous ne devez rire. Je vous interdis de rire. Je ne veux pas que vous riez. Et il ne le dit pas à elle. Bien sûr. Donc il y a parfois une sorte, on va dire, de manipulation, mais bon, voilà, dessus. Et là, c'est vraiment improvisé, sachant qu'il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout à jouer, etc. Mais c'est difficile d'appliquer l'idée d'improvisation, alors qu'on a une impression de grande vie et de choses qui arrivent. Mais ce n'est pas exactement de l'improvisation, c'est que Cassavetes aime affiner le malaise, ou en tout cas la non-détermination de ses comédiens dans la situation. Et quelque part, quand ils ne sont pas à l'aise, quand ils lui demandent comment est-ce que je dois jouer ça, il dit on filme. Parce qu'il veut filmer ce moment-là. Et c'est en général les prises qu'il garde. Il n'aime pas du tout quand les comédiens ont trouvé leur marque. Oui, bah bien sûr, ça se comprend, bien sûr. Et ça, au cinéma, c'est un truc qu'on peut trouver dans son cinéma. Lui, en tout cas, c'est une nécessité.
mais ça doit aussi se faire avec énormément de confiance. Quand on voit parfois des rapports de conversation qu'il a eus, parce que les comédiens ont rarement, jamais vraiment parlé de la façon dont ils étaient dirigés par Cassavetes, et c'est finalement dans les bandes son en amont des prises que l'on entend des choses et qui sont retranscrites dans ce livre de Ray Carnet, qui est la Bible, etc., et dont on parlait tout à l'heure. Tu étais à la librairie Nouvelle tout à l'heure, et Laurent, le libraire, avait mis sur la table ce bouquin extraordinaire, qui est à la Nouvelle Librairie, de Ray Carnet, et où il fait une retranscription d'interview absolument extraordinaire, et on voit à quel point il dit aux gens, il faut que ce soit surprenant, il faut que ce soit pas comme ci, comme ça, etc. Il met en place, je dirais pas le malaise de ces comédiens, mais en tout cas leur impossibilité dans le moment de se... Quand il trouve que les comédiens, quand ça roule, ça l'ennuie. Il dit, bon, c'est juste, alors quoi? On fait juste un film. Ben oui, c'est ça. Et ça ne peut pas lui suffire de faire juste un film. Et puis ça aussi, son regard sur les personnages entre le pathétique et le burlesque. Il y a quand même une grande tendresse pour les personnages aussi. Oui. Quand il danse avec la mère, là, on aurait pu penser que c'était la fille qui l'a fait. Quand il danse avec c'est touchant d'un côté, on est à la limite du burlesque, mais c'est attendrissant aussi. Toute une vie a l'air sincère. Oui, oui, en plus, oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai beaucoup aimé ce regard sur les personnages. C'est vrai qu'on ne s'attend jamais au côté spontané aussi, on ne sait jamais trop où il va aller, donc il nous tient quand même en haleine avec sur le film en fait. Bah, par exemple, la scène au début du film avec la jeune femme et la voiture, comment il lui pique sa propre voiture, comment elle n'arrive plus à se débarrasser de lui hors de la voiture, et à chaque fois on se dit mais quelle est l'issue en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un malaise absolument grandissant, et c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, parce que finalement il s'explose le visage sur les escaliers, et puis et ça ne cesse de rebondir. C'est très beau ça. Et il y a cette question effectivement du malaise, mais j'ai l'impression que ce que Cassavetes cherche à faire, c'est de nous mettre à l'affût de tout le temps regarder ce qui se passe, oui, et regarder ce qui va se passer. Et effectivement, par rapport à la façon conventionnelle d'écrire du cinéma, de filmer, de mettre en scène, même de jouer chez les comédiens, finalement, c'est une façon de mettre tout le monde à l'aise avec tout, si tu veux. Et là, il y a une façon de justement refuser tout ce qui est conventionnel. Et pour Cassavetes, quelque part, tout le cinéma est conventionnel. La totalité des films sont conventionnels. Ils cherchent autre chose. Ils cherchent tout le temps autre chose. Je pourrais penser que de travailler avec quelqu'un comme ça devait être impossible et même épuisant. Mais il n'a fait que travailler tout le temps avec les mêmes qui revenaient, qui avaient plaisir, qui lui passaient du fric, qui l'aidaient sans cesse, etc. Quand Seymour Cassel accepte de jouer le rôle du mari dans le film, il reprend, comme je le disais, le rôle qu'il jouait avec Gena Rowlands dans Minnie Moscovitz, et Cassavetes lui demande vraiment de porter la même moustache et la même coupe de cheveux. Et Cassel, pas de problème. Et tout le monde aime à rentrer dedans. Quand on lui demandait, mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui vous aident, en fait, qui sont qui étaient en Amérique, on va dire, un petit peu suspects, parce qu'il était en dehors du système, en dehors de l'argent, en dehors de plein de choses. Et Cassavetes disait quelque chose qui me semble très sensé. Il disait, mais je travaille à Los Angeles. Los Angeles, c'est que des gens qui font des films, et c'est que des gens qui ont du mépris pour les films qu'ils font. Si jamais on leur propose un truc un peu différent, un peu hors norme, un peu sincère, etc., mais ils arrivent, ils accourent, et ils travaillent gratuitement et avec plaisir. Et je ne dirais pas qu'il a utilisé ça, mais c'est aussi la raison de la possibilité de tous ces films, en fait.
une question sur le titre. Tu es traducteur, Harold, tu m'as surpris tout à l'heure. Tu as parlé de torrent d'amour. C'est vrai que quand moi j'entends Love Stream, étant angliciste, j'entends ruisseau, j'entends ce qui est dit avec le psy, qui est le flux, et le courant en fait, plus que le torrent. Et je trouve que c'est une assez jolie métaphore en fait, du cinéma de Cassavetes, qui est un cinéma dans lequel les choses circulent. Alors, et c'est quelqu'un qui donne et qui donne à penser, qui donne à réfléchir, et c'est des choses qui se nourrissent, et je trouve que c'est ça l'essence du film dans ma lecture. C'est quelque chose qui vient nous nourrir, qui vient donner, qui vient échanger. Et il y a des torrents d'eau, effectivement, à la fin. Mais cette traduction adaptée du titre, Torrent d'amour, a été, je crois, inventée par le distributeur français, UGC, qui sortait le film. C'est d'ailleurs assez intéressant comment la sortie de ce film s'est passée en 84, parce qu'à Londres, le film s'était complètement ramassé. En Amérique, la MGM, qui distribuait les films Canon, ne voulait pas sortir le film parce qu'elle ne savait pas comment faire. En janvier-février 84, le film, cela dit, remporte l'Ours d'Or à Berlin, et pourtant le film il est bloqué. Il va sortir donc en Angleterre, et il est ignoré par la critique, maltraité, etc. Les gens ne le regardent pas vraiment. Pourquoi en France ça fonctionne? Je pense que c'est parce que, c'est pas seulement à cause d'un titre aussi francisé, parce que les gens parlaient principalement quand même de Love Streams et de Torrent d'amour. Je vous aime beaucoup ce titre Torrent d'amour, il n'a pas été véritablement utilisé quand il figure sur l'affiche d'origine. Mais ce qui change beaucoup les choses en France, c'est que quelques années auparavant, l'agent l'acteur Jean-Louis Lévy et le comédien Gérard Depardieu ont racheté les droits des films précédents de Cassavetes et les ont ressortis. Et Cassavetes, qui était un cinéaste mythique, mais dont le film n'était pas vu et pas distribué, et même on parlait tout à l'heure de ce film sur le théâtre, Opening Night n'avait même jamais eu de distribution, film tourné en 1977, et donc au début des années 80, ils rachètent tous les droits et ils sortent les films. Et donc le public est très au courant de qui est Cassavetes, le jeune public l'est notamment, et donc on attend tous le film de Cassavetes. Et donc le film sortira en France avec un véritable écho, ce qui ne se passera dans aucun autre pays du monde. Mais c'est vrai que, quelque part, c'est une chouette traduction, je trouve, torrent d'amour, parce qu'il s'agit vraiment de torrent dans le sens où l'amour dont parle Cassavetes, et c'est son sujet, l'amour, comment on le trouve, comment on le perd, comment on le cherche, comment on n'y arrive pas, etc. L'amour est un torrent dans le sens où on ne peut pas le stopper, c'est une force. Il y a une énergie dans le sentiment amoureux qui me semble être complètement le sujet du film. Est-ce que tu penses quelque chose de Ah non, ça? je suis d'accord avec toi, tout à fait. C'est aussi un exploit sportif, j'espère que vous l'appréciez. Moi, je ne connaissais pas ce réalisateur, en tout cas, et je me questionnais à savoir les thématiques de ces autres films. Là, évidemment, il est question d'amour, il est question de sexe aussi, avec une pudeur, avec une belle pudeur, et je me demandais si c'était toujours sur la cette manière. On voit que c'est important pour le personnage principal, qui s'entoure beaucoup de femmes. On voit que c'est important pour elle, parce que son site, en fait, son frère, l'invite fortement à avoir des relations. Et tout ça est peut-être avec une pudeur extrême, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est pas fréquent. Ça me questionne sur son approche, à la fois sur ses autres films et sur les thématiques qu'il aborde dans ses autres films. Dominique? Ben, Harold, là je crois que c'est à toi de travailler, parce que si tu veux bien évoquer toute l'œuvre du maître, tu seras plus fort que moi. Et, Ça, je le sais. si vous voulez, ce film, c'est la fin de la carrière. C'est son œuvre ultime, et c'est vraiment son testament. Il savait qu'il allait mourir.
Comment? Vous parliez de tendresse, vous voulez mettre de la tendresse dans le Oui, film. oui. Alors effectivement, c'est réussi. Tout à fait. C'est pas toujours le cas. Beaucoup de choses dans ce film sont traitées séparément dans les autres. Le regard sur les femmes, l'intérêt pour les personnages féminins, il est dans tous ces films. Dès le début, c'est aussi avec Shadows, dans ce premier film indépendant qui tourne à New York, c'est la question raciale, c'est les couples mixtes, il est dans son temps là-dessus. Les rapports entre frères et sœurs, éventuellement conflictuels, ça existe dans des films précédents. Il est complètement de son temps dans l'époque, mais il est aussi assez singulier dans le sens où ces personnages féminins sont vraiment des personnages non seulement importants dans le scénario, mais ils sont importants dans la mise en scène, dans où ils vont porter le regard du spectateur. Il y a un truc, je pense, intéressant par rapport à l'époque, c'est que quand Cassavetes commence à faire du cinéma, il devient l'idole de tous les jeunes cinéastes américains de l'époque, y compris et surtout Martin Scorsese. Il devient le modèle, et beaucoup de choses, ce côté naturaliste, ce côté brutal, un peu, ce côté vrai, sera complètement repris par Scorsese dans ses films très vite. Quand on est là, dans les années 80, alors déjà, il y a quelque chose d'amusant, c'est que pour le rôle de Suzanne, la chanteuse, il prend l'ex-copine de Scorsese, qu'il a vu jouer dans New York 77, qui chante vraiment bien, etc. Et aussi peu de temps avant de faire ce film, il a fait une proposition à Scorsese, et il a dit, ben voilà, j'ai un sujet, je jouerai tel rôle, etc., on ferait un film. Parce qu'à ce moment-là, Cassavetes a besoin de l'aide de Scorsese. Il a besoin de continuer à faire des films, il a besoin de ça. Et Scorsese refuse. Scorsese refuse de l'aider, refuse de faire un film avec lui. Et Cassavetes aura des sentiments assez compliqués par rapport à ça, sachant que lui a toujours est resté extrêmement indépendant des studios, et qu'il a parfois l'impression qu'avec Scorsese est devenu une sorte de vedette de la mise en scène, et dans une mise en scène de lui-même, et dans un sensationnalisme qui il trouve est gênant. Et puis Scorsese a aussi, du coup, dans une vie assez impossible, énormément recours aux drogues, etc. Et à un moment, Cassavetes s'est trouvé embêté par rapport à ça. Mais il y a un rôle, par rapport au cinéma de l'époque, par rapport à la représentation des femmes, par rapport à la représentation des choses de la vie en Amérique à l'époque, il y a cette sorte de bascule où quelque part Scorsese lance ce qui est le cinéma indépendant américain. C'est sûr que ça n'existait pas avant lui, et où beaucoup de gens vont lui piquer plein de choses sans vraiment rendre la pièce par la suite. Et c'est en se retournant dans les années 80 vers le théâtre, c'est aussi pour Cassavetes un aveu d'impossibilité de continuer à faire du cinéma. Si jamais il a pu faire ce dernier film personnel, c'est vraiment l'arrivée complètement voulue d'une autre planète de ces producteurs israéliens qui veulent faire de l'art essai, veulent faire du prestige. Et en même temps, c'est merveilleux parce qu'il aura réussi dans une très grande liberté à faire ce film. Yoram Globus et Elena Golan vraiment vont insister pour que le film soit plus court. Ils lui disent, même au chantage, ils lui disent si ce film faisait 2 heures, tout le monde va l'adorer. À 2h30, ça va importuner les gens, ça va les gêner, ça va les ennuyer. Et Cassavetes ne bouge pas d'un iota. Il dit mais moi je veux montrer l'inconfort des relations. Je veux montrer comme c'est compliqué. Je veux montrer au public, je veux le mettre en témoin et lui donner à voir des choses qui font partie de la vie, pas partie d'un film de studio. Et voilà. Et d'ailleurs, il aura été très malin parce qu'il aura signé avec eux un contrat qui lui donne le final cut, et donc ce film restera dans sa durée. Mais Yoram et Globus, dans le contrat, avaient la possibilité de raccourcir le film pour la sortie du vidéo, et ils enlèveront une demi-heure du film pour la sortie vidéo. Bon, personne, tout le monde l'a oublié. Pardon. Pour que ça tienne sur une vidéo de 2 heures. Pour que ça tienne sur une vidéo, et pour que ça tienne tout court. Je crois que Yoram et Globus aimaient à leur façon vraiment le cinéma, et qu'ils avaient vraiment envie que ça marche.
Mais le film n'a pas du tout marché parce qu'ils ne savaient pas le sortir, parce qu'ils avaient eux-mêmes des engagements avec des sociétés qui ne savaient pas sortir ce genre de film. Mais ça, c'est l'histoire de Cassavetes. Il a fait des films que tout le monde a adoré et qui n'ont jamais marché. Jamais. Ça a toujours été ça. Et même celui-ci. Moi, j'avais regardé, effectivement, j'avais découvert Cassavetes il y a très longtemps, à travers Gloria, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, voilà. Et en fait, c'est un peu comme si, quand on découvre ce cinéma, on se dit, mais en fait, c'est le meilleur cinéma, mais on ne l'a jamais trop vu, c'est parce qu'on ne sait pas que c'est là. Et je trouve que, en fait, je fais juste une petite, parce que je viens d'y penser là, celui qui a eu un prix, celui qui a Chute, le dernier film là, dont tout le monde parle. Anatomie d'une chute. Voilà. Je l'ai vu là en plus, mais je trouve qu'ils ont dû s'en inspirer, parce que ce cinéma de Cassavetes, effectivement, vous l'avez dit et vous le dites très bien, que ce soit les comédiens, je pense qu'il y a tout dedans. Et on ne le montre pas parce que justement, il y a beaucoup trop de choses fortes et c'est le vrai talent. Alors, moi, quand j'avais vu ce film, et je trouve que dans la musique, c'est pareil. Voilà, les vraies valeurs, on ne les montre pas et on ne veut pas que ce soit vu. Je pense qu'il y a beaucoup de concurrence. Je ne veux pas dire le mot jalousie, mais quand c'est vraiment ça, quelque part, ça dérange. Quoi. Mais il y a une force qui est magnifique parce que c'est vrai que même si on ne veut pas pleurer, même si on ne veut pas avoir de l'émotion et tout ça, il y a juste à regarder ce film-là. Et je suis désolée de le dire, mais dans la chute, j'ai pas eu la même émotion que j'ai dans le Cassavetes. Ce ne sont pas les mêmes films, je suis certain que Justine Trier a vu tous les films de Cassavetes. Je suis vraiment persuadé. Je ne sais pas si c'est mon film, mais vous voyez, ce soir, je viens de réaliser ça. Mais vous savez, tout à l'heure, on faisait des essais techniques avec Véronique ici, et donc c'était la fin de la séance d'Anatomie d'une chute, et j'entendais les gens qui discutaient entre eux, j'aime bien les gens disent le film quand c'est fini, et il y avait un couple, et l'un disait à l'autre, ah oui, c'était vachement bien, oui, mais c'était un peu long. Oui, mais c'était parce que c'était long que c'était bien. Et il y a cette idée, effectivement, qu'il y a une... ce que propose Cassavetes, c'est effectivement une expérience dans la durée aussi, de quelque chose qui ne va pas de A à B. Vous avez bien vu, le film ne cesse de vivre, d'être pulsant, d'être un truc... Et ça donne une impression de richesse dingue. Ce sont des vraies vies. Mais Dominique, tu as été dirigé au théâtre et aussi au cinéma par beaucoup de metteurs en scène. Est-ce que tu ne penses pas que quelque part, tous les metteurs en scène aujourd'hui qui ont vu un peu des films, ils ont tous vu des films de Cassavetes, tu penses pas? Oui, mais ça, je vous le confirme. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Bah, ne citons que Patrice Chéreau, par exemple, au hasard. Ah. Oui. Je pense que c'est un cinéaste dont il parlait peu, mais dont il connaissait tous les films. Ça, c'est évident, mais il n'y a pas que lui. Et plus récemment, avec des gens jeunes, je dirais, je ne sais pas, entre 30 et 40, c'est pareil, leur référence, c'est Cassavetes. Ouais. Ça reste Cassavetes. Oui, absolument. J'ai l'impression que cependant, aimer Cassavetes, c'est pas forcément facile de refaire la même chose. Ah non, c'est évident, je suis d'accord avec toi. Cette idée que, ah oui, c'est improvisé, ou c'est des scènes où, voilà, on va aller à la castagne, etc. Et alors qu'en fait, dans la fabrication, et c'est ce que l'on voit dans le bouquin, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout forcer les gens à sortir de leur gond, c'est juste les empêcher d'entrer dans leur gond, c'est tout. Ouais. Mais c'est déjà énorme. Oui, oui. Peut-être une dernière question, avant de remercier infiniment d'être venu et de partager son nom avec nous. Justement, si on a la chance de vous avoir avec nous, c'était aussi, j'ai pensé, moi je vous ai découvert avec Nadine Leroy, donc maintenant, est-ce que c'est un rôle qui a été très important pour vous? Qu'est-ce qu'il y a eu comme rôle pour vous? Oula. Je ne vais pas tout raconter, mais parce qu'on y passerait la nuit. Mais l'Allée du Roi, ça a été
très important. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on me confiait un rôle de cette importance. Je crois que c'est une fois dans la vie d'une actrice ou d'un acteur, enfin, c'est plus valable maintenant, mais qu'on peut jouer de 15 à 82, 3 ans. Et ça, c'est extrêmement et profondément agréable. Et puis surtout, je suis devenue populaire, entre guillemets, c'est-à-dire que la télévision fait que vous rentrez chez les gens. Ce n'était pas le cas avec le théâtre et avec le cinéma. Et tout d'un coup, il y a une espèce de reconnaissance comme ça dans la rue, une reconnaissance populaire, extrêmement sympathique. Par exemple, je suis sur un boulevard et je suis en train de faire mes courses, et les gens s'arrêtent, ils sont tétanisés de me reconnaître, et ils se mettent à me faire des révérences, alors que j'ai absolument rien demandé, vous voyez. Et en fait, eux aussi, ils sont encore dans le fictif et pas encore tout à fait dans le réel. Mais ça a été un livre magnifique de Chandernagor. Nina Companès en a fait un très très beau téléfilm de 4 heures. Et c'est un destin de femme absolument inouï, quoi. Je crois que c'est quelqu'un qui avait une intelligence très, très puissante et probablement très tôt le sens du destin, je dirais. Parce que, au lieu de rentrer au couvent, elle décide d'épouser Scarron, qui est vraiment peut-être pas la chose à faire spontanément. Et en fait, à chaque fois qu'elle prend des décisions, c'est de cette portée-là et de cette puissance-là. Et moi, j'avais été très impressionnée par ça, chez elle. Voilà. Mais c'est un point commun, il me semble, avec Gina Roland, qui elle aussi était une comédienne très... Dans les années 50, qui était extrêmement créative, qu'on appelle en Amérique les années d'or de la télévision américaine. Ouais. Une télévision qui proposait des grandes œuvres, qui proposait des feuilletons, qui étaient extrêmement inventives. Et elle y était à l'aise et elle y avait trouvé son assise. Et elle y a trouvé aussi le point de départ pour tenter d'autres choses et pour amener le public vers d'autres choses, dont par exemple le film qu'on a vu ce soir. Ouais. Merci beaucoup Dominique. Merci à vous. Une chance de t'avoir avec nous ce soir. Merci à vous et à bientôt au Ciné-Club de l'Alcazar, bien sûr. À bientôt. Oh là là, mais c'est magnifique. Merci. Merci. 1000 fois. Oh là là, quelle beauté. Quelle beauté. Merci beaucoup. On aurait pu discuter la nuit entière avec toi. Non? La nuit n'est pas finie. Oui, oui.